on peut pas parler de moto low cost, quoi. Les clignotants, c'est du Kozo, c'est pas. l'ABS. Moi, je suis vendeur d'accessoires aussi. Et Kozo, c'est une très très bonne marque d'accessoires. Puisqu'on a à peu près 9 ponts, et il y a entre 4 mécanos, 5-6 mécanos vont travailler à plein temps avec toi. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Rev'd Up. Je m'appelle Alexis, je suis toujours avec Ludo. Salut Ludo. Salut Alexis. Ça va ? Bah écoute, pas mal et toi ? Bon, on est aujourd'hui de nouveau avec des invités. Eh oui. On est avec David et Amandine de Jetbike. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à vous deux. Et merci de venir nous faire un petit tour dans l'émission. On va parler un petit peu aujourd'hui de ce qu'est Jetbike. On va parler d'atelier moto, de compétition, de sport mécanique. Enfin, il y a plein de choses à dire. Vaste sujet. Écoutez, je vais peut-être vous demander d'abord de vous présenter en quelques mots. Vas-y, à toi l'honneur. Ah ben parfait. Donc moi je m'appelle Amandine, je suis issue du monde de l'automobile et chez Jetbike je m'occupe de tout ce qui est commerce, Brixton notamment. Et puis après de la vie de l'atelier et des garçons, voilà, en général. Des garçons de l'atelier, je précise. ouais, parce qu'après il n'y a qu'un seul garçon qui s'occupe vraiment. Ouais. C'est sûr. Okay. À toi. Eh ben, moi c'est David, je suis le fondateur et dirigeant de l'entreprise Jetbike. Le nom complet c'est Jetbike Group, la société, et Jetbike Motorcycle, le nom commercial. Et voilà, ça existe depuis 99, Jetbike. Alors ça a vécu sous plusieurs entités, sous plusieurs formes. Mais en tout cas Jetbike existe, je l'ai créé moi-même en 99 et j'espère que ça va perdurer encore pendant pas mal d'années, quoi. Tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est Jetbike aujourd'hui ? Jetbike aujourd'hui c'est un atelier moto multimarque où on fait tout ce qui est entretien, réparation, y compris des très grosses réparations très lourdes comme des moteurs, des boîtes de vitesse, tout ça. Il y a beaucoup de choses à raconter sur ce qui se passe dans les coulisses de l'atelier. Les gens n'ont pas idée parce que... Ça peut durer très longtemps le podcast. Ouais, il y a des petites anecdotes, croyez-moi. Et il manque les garçons de l'atelier pour en parler d'ailleurs. En plus, ouais. Et donc voilà, donc c'est un bel atelier qu'on a voulu assez ouvert à la clientèle. Parce qu'on n'a rien à cacher en fait, donc les portes sont toujours grandes ouvertes, ça, même si on met quand même une barrière, faut pas que les gens dépassent pour des raisons de sécurité. Les portes pour la sécurité, mais voilà, on n'a pas vraiment de choses à cacher, donc c'est assez open space. Et on l'a voulu dans un style un peu vintage, un peu cool, un peu tendance, et les gens aiment beaucoup en fait. Donc on a vraiment des très bons retours là-dessus. Donc c'est important de préciser qu'on accepte aussi toutes les cylindrées et toutes les marques. Ouais, parce que quand je dis qu'on est multimarque, c'est multimarque, multicylindrée, quoi. Enfin, on n'est pas sectaire sur un type de moto, sur une cylindrée ou une marque. On disait en off, il peut y avoir de l'Harley, de la BM et de la chinoiserie. Ouais, exactement. C'est ça, ouais. Elles peuvent se côtoyer sur un pont différent à chaque fois et elles se parlent, elles s'entendent très bien. Après. Ouais. Ça fait partie des valeurs de Jetbike, dans tous les cas, nous, de tout simplement accepter tout le monde à partir du moment où il y a deux roues et la passion de la moto, eh bien, on acceptera de réparer les motos à l'atelier ou de les customiser. Voilà, c'est vraiment ce qui est important dans les valeurs de Jetbike. Ok. D'ailleurs, ça se voit, dès qu'on rentre, on voit que c'est un lieu de passion. C'est pas le petit garage du coin qui sent la poussière, quoi. Alors non, il y a aussi de la poussière. Il y a quand même un peu de poussière, hein, mais alors dès qu'on rentre, effectivement, on rentre dans une partie showroom qui est pas très grande. C'est vrai que par rapport aux concessions, on a une zone de vente qui est plutôt réduite. C'était un souhait. Mais après, par contre, nous on a mis le paquet surtout sur l'atelier, quoi. Ouais. L'atelier, la vie de l'atelier, c'est vraiment ici une ambiance familiale. On a à cœur vraiment que aussi bien les mécanos, garçons et filles, puisqu'on va avoir aussi une fille. Les garçons et filles s'entendent bien et que les clients ressentent justement qu'on travaille dans cette bonne ambiance familiale. Voilà. On va parler un peu plus tard notamment des filles dans le milieu de la moto. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Tout à fait. C'est bien parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le milieu de la moto. Et... C'est la première fille que vous avez en podcast, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Et peut-être sur la vignette, qui sait. Juste pour préciser à nos auditeurs qui commencent à nous suivre, maintenant on est en région toulousaine, donc là on se trouve à Colomiers, qui est en banlieue toulousaine. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent savoir où se trouve Jetbike, c'est dans le sud-ouest que ça se passe. David, je crois que tu as un petit passé dans les sports mécaniques, toi. Le petit et le très léger. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais. Alors je suis obligé un peu de parler du départ de Jetbike. Hein. Donc Jetbike, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a démarré en 99. Une première idée que j'ai eue en tête pour allier mes passions qui étaient la moto et le jet ski. Vu que je viens de Charente-Maritime, je pratiquais le jet.
Et quand je suis arrivé à Toulouse, j'avais pas envie d'arrêter, je voulais continuer et j'ai monté une société qui alliait justement ces deux passions-là. Et par le plus grand des hasards, c'est le jet ski qui a pris un peu plus la main sur la moto. Et avec des potes, on s'est dit, on va faire un peu de compète, on va faire 2-3 trucs. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on va pas monter notre propre structure, quoi. C'est là que ça a dérapé. Et voilà, trop d'apéro, tu l'apéro. Et j'ai dit, allez, banco, on y va, quoi. Et on a monté donc le team Jet Bike et on est parti. On a fait d'abord compétition en championnat régional, après on a fait championnat de France, le Jet Cross Tour à l'époque, enfin qui existe toujours d'ailleurs. Après on a fait championnat d'Europe, on a fait aussi la Caro Jet et on a fini en championnat du monde. Ouais, donc l'histoire a été un peu longue. Ouais, l'histoire a été longue pendant 10 ans et elle était passionnante, plein de bonnes choses sont sorties de là. Des rencontres, des expériences, du réseau, enfin beaucoup de choses. Et ça a été un chouette moment à vivre. Mais il a fallu au bout d'un moment que je dise stop, je veux revenir à mes premiers amours qu'est la moto. Il manque de roues et voilà. On est reparti sur Jet Bike Motorcycle cette fois pour faire que de la moto. D'accord. Et la moto pour vous, c'est une passion de toujours ? Oui, moi depuis, c'est familial. Moi depuis l'âge de 14 ans à peu près. Ouais. À peu près, donc ça fait 31 ans. C'est ancré dans les gènes. Ça fait 31 ans, ouais, merde, je suis vieux. Putain. C'est ancré dans les gènes. Ouais. Pour l'un comme pour l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, c'est par le biais de la moto. C'était vraiment la passion commune. Il est en train de me la voler. Je dis pas. Et j'ai pas réussi. Non, c'est pas vrai. C'était pas une chinoise. Et tiens, d'ailleurs, avec quoi vous roulez en ce moment ? Alors moi, tu roules. Moi, elle est en kit. J'ai un Lego. C'est vrai. Elle est dans l'atelier. Moi, je suis 125 Virago, mais qui va être restylé par l'atelier. Donc tu pourras peut-être en parler rapidement de ce projet un peu fou. Tu verras plus tard. Ouais, c'est pas un projet super fou, mais j'ai une Virago d'origine, c'est moche, quoi. Donc je lui ai dit non, il faut que tu roules avec un truc stylé. Donc on a coupé déjà l'arrière, mis une petite selle très plate. Moi je voulais lui mettre un gros guidon chopper, elle m'a dit non je suis pas à l'aise avec les bras en l'air, donc on va mettre un drag bar alors. Et puis voilà, on est en train de faire le délire petit à petit, mais. Je tiens à rassurer tout le monde, quand je fais le tour des garages, en général, comme on dit, c'est le cordonnier le moins bien chaussé. Exactement. Soit ils ont pas de moto, soit effectivement c'est des motos roturières, ça va être de l'ER5, ça va être du CB500, ça va être de la moto d'il y a 20-30 ans. Parce que besoin d'aller d'un point A à un point B, mais rarement des motos très élitistes. Ah, j'ai pas trop à me plaindre quand même, personnellement. Ouais, toi David, du coup, ton garage, ça ressemble à quoi ? Je l'ai là, il est là. Ouais. Ouvre les yeux. La vraie question, c'est de demander combien il a de motos déjà. Ouais. Non, j'ai arrêté de compter, mais je dois être à 23 ou 24 en ce moment. Mais, un peu de monde, ouais. Ouais, mais j'ai des chouettes trucs, alors qu'ils sont pas forcément toutes roulantes. Hein, mais j'ai une grosse affection pour les Triumph Daytona 955. Bon, j'en ai 4. Mais voilà. C'est pour qu'il y en ait toujours au moins une qui roule, c'est ça ? Mais j'en ai même pas une qui roule en ce moment. Ouais. Bon, en même temps, c'est une Triumph. Hein. Toi, il paraît que c'est les premiers moteurs fiables de Triumph. Ah, moi, perso, j'ai jamais eu de problème avec, mais voilà, c'est une moto que j'adore, je me sens bien dessus. Et le problème, c'est quand je commence à customiser un truc, après tu passes. Enfin, c'est les clients d'abord, donc forcément, toi, tu viens en dernier. Ouais. Et j'ai des motos qui roulent pas. Donc j'ai ça, j'ai un 900 CBR Fireblade, j'ai un XJR 1200, j'ai une Goldwing même d'ailleurs, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et une Harley ? J'ai une Harley aussi, un 1340 que j'ai acheté en pièces il y a pas longtemps non plus. Et sinon, en moto qui roule vraiment, ma moto de tous les jours, c'est un TL 1000S préparé à ma sauce. Ouais, on l'a aperçu. On l'a aperçu, ouais, sympa. Ouais, non, elle est très sympa. C'est pour ça que je suis pas si mal chaussé que ça, parce que bien sûr. Elle est quand même. On est sur la moto passion, on n'est pas forcément sur la dernière BM, la dernière Agusta. On n'est pas forcément sur, on est plus sur des Madeleine de Proust, on va dire, que sur forcément des modèles très élitistes actuels, quoi. Ouais, alors si j'avais les moyens, une petite MV Agusta, ça me plairait bien quand même. Hein, J'ai juste pas les thunes, t'as rien compris. Voilà, c'est juste une question de monnaie. Hein, mais on les salue au passage d'ailleurs. Ouais, c'est une frustration que Ludo connaît bien, parce que vous, une adoration. Ouais, j'ai eu le malheur de tester la F4 et même à l'arrêt dans mon salon pendant 20 ans, ça me va, franchement. Oui, parce qu'il faut être mécanicien pour avoir ça. Oui, il y a toute une histoire autour de cette moto, et parce que je l'ai suivi, cette moto d'essai a été vendue et il y a eu beaucoup de problèmes derrière. Et déjà qu'elle a été vendue à un prix très modique. La facture derrière elle a été beaucoup moins et ouais, effectivement c'est bien pour les autres, je pense. Après peut-être qu'avec les années ils se sont un peu fiabilisés ou peut-être bonifiés en termes de prise en charge, SAV, etc. Je sais que ça a été des sujets pendant des années,
Mais après, en termes d'esthétique, Mais ça reste, voilà, c'est le high level, quoi. Voilà. Les Italiens, que ce soit en auto, en moto, il y a quand même encore cet aspect passion et c'est ce qui nous fait encore rêver aujourd'hui. C'est ça. Mais moi, après, je suis passionné surtout par les motos d'avant les années 2000. Donc, Et il y a l'aspect Youngtimer, tout ça, mais voilà. on en Moi, reparlera. c'est celle qui me faisait rêver à l'époque d'Option Moto, Moto Tuning, des trucs comme ça. C'est le magazine que, quand je faisais mes études en mécanique moto, c'est le magazine que j'achetais. J'avais encore le premier Option Moto, je l'ai encore chez moi. Et tu les as tous là. Et d'ailleurs, je les ai tous, hein, Ils j'ai sont toute la tous en collecte. bas. Parce Et qu'à il y a côté, pas il y très avait, longtemps, alors c'est une petite anecdote que je vais faire, une petite anecdote. Mais une fois, il y a une GSXR Formula, je sais pas si vous connaissez Formula, mais à l'époque c'était un gros préparateur de GSXR. C'était le premier GSXR avec des carénages avant de 916 Ducati. Ah ouais. Et avec beaucoup de couleurs fluo aussi. Hein. Et je vois cette moto arriver en fait à l'atelier, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a trop Et je vois le client et je lui dis, votre moto elle est passée dans l'option moto numéro 3. Elle a fait la couverture. Il me dit, ah bon, vous êtes sûr? Ah ouais, j'en suis sûr, ouais. Le lendemain, je suis revenu avec le magazine. Je dis, là, la moto, elle est là. Je la connais par cœur. Ouais. On lui a fait la copie, ouais, d'ailleurs. Et c'est des motos, ouais, quand elles sont sorties, j'avais 16 ans, quoi. J'avais 16 ans. Et là tu montes ton garage et cette moto-là Ouais. qui te faisait rêver, que tu avais en poster dans ta chambre, tu vois, tu la mets sur le pont de ton garage pour dire, il vient pour l'entretien, quoi. Ah, ça y est, le Graal, voilà. La boucle est bouclée. La boucle est Ouais. bouclée, ouais. Moi, je voulais revenir un petit peu sur Jetbike, on va dire, non seulement l'histoire, mais surtout le fait de passer donc initialement de quelque chose d'associatif à une entreprise commerciale. Parce qu'il y a un gap qui est non négligeable, on va pas parler du côté administratif, mais plutôt du levier. Le moment charnière qui a fait que tu passes de quelque chose d'associatif à vraiment quelque chose qui peut Bah, payer déjà- des factures, déjà. Bah déjà... À la base, c'était pas associatif. Alors Enfin, si, c'était associatif sans être associatif, Voilà. en fait. C'était pas un garage où chacun venait pour faire son propre boulot, quoi. Hein. On marchait comme un garage classique. Mais pourquoi j'ai choisi au tout début le côté associatif, enfin association en tout cas, c'est parce que moi j'avais déjà un taf à côté. Et je faisais ça par passion. Et en fait, avec mon meilleur ami, quand on a créé la partie Jetbike Motorcycle, on s'est dit, on a quelques motos sympas, on a envie de les préparer, de les customiser, et puis on va en faire profiter les gens sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on a dit, on va pas monter une société, vu qu'on avait besoin d'acheter quelques pièces, il nous fallait un pseudo compte pro en fait. Ouais. Donc on s'est dit, on va se monter en asso, on aura un numéro SIRET, on pourra peut-être avoir des petites remises par-ci par-là. Donc on a commencé comme ça. Et puis, on a commencé à en parler un peu, ça a pris grave très vite, où les gens ont commencé à me contacter en disant « moi j'aurais besoin de faire ça, et moi ça, et moi ça ». Et donc, Alors, justement, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans tout l'univers de Jetbike aujourd'hui? tout, on n'a pas de limite en fait. Ah, mais il va falloir détailler un petit peu quand même. Bah, Alors- si on n'a pas de limite, on va détailler là. Quel est le sens de la question? Alors, Quel est le sens de la question? Disons qu'il y a une partie préparation, si j'ai bien Oui. compris, une partie entretien général, Oui, généraliste, une partie concession, entre guillemets, via la marque de Brixton. Il y aura une partie peinture, notamment, qui Oui. va être Bientôt. avec une peintre. avec une peintre. Une peintre. C'est pour Une ça fille que encore. je te Tout à montre fait. avec mon stylo. revends là, des comme Ce n'est ça. pas moi la peintre, je précise, mais avec une peintre. Voilà, et ça c'est important parce qu'on Ouais. on essaie de dépeindre un petit peu tout l'univers, d'essayer de faire en sorte que les gens s'imaginent comment on peut fonctionner au quotidien, une Alors- entreprise comme ça, et l'univers de la moto, ça s'articule autour de quoi, et surtout comment on peut en vivre à travers tous D'accord. ces univers. La partie associative, juste ce qu'il a oublié de préciser, c'est qu'on l'avait aussi fait pour la partie éthique. C'est-à-dire qu'en fait, on recevait aussi des stagiaires sur la partie où Jetbike a déjà commencé à avoir une activité proche d'une activité professionnelle. Et on accueillait des jeunes qui venaient en stage, qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire après dans leurs études, pour leur transmettre tout simplement la passion de la mécanique et leur voir s'ils apprendre un pouvaient, métier. voilà, au niveau du métier, partir dans cette branche-là. C'est comme ça qu'on a rencontré, nous, Anthony, qui est un de nos mécanos aujourd'hui, et qu'on a pu embaucher d'ailleurs grâce au statut associatif à l'époque. Et effectivement, pour répondre à ta question, à se demander à quel moment charnière on switch de la partie associative à la partie garage, c'est le moment où tu dis j'ai de plus en plus de demandes, j'ai de plus en plus de motos, je mets une tente à côté du garage pour stocker les motos, Et j'en mets une deuxième. j'en mets une deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Et après, je loue des box parce que Voilà. j'ai même plus de place. En fait, Ouais. le problème, il est venu là et on s'est dit non, là, il faut vraiment qu'on se lance parce que la demande, elle est là. On a pris beaucoup de temps pour trouver surtout le bon local parce qu'on voulait garder notre zone de chalandise par rapport à notre clientèle. C'était important qu'on les perde pas puisqu'on avait mis un certain nombre de temps à gagner tout simplement ce relationnel avec eux.
Donc on a mis presque un an à trouver à Colomiers, ça a été vraiment une opportunité. Et le lieu a fait on avait de la place pour pouvoir justement stocker tout ça. Alors voilà, pour pouvoir justement mettre ensemble plusieurs univers, il faut quand même un minimum d'espace. Et comme tu disais tout à l'heure en présentation, le fait d'avoir un atelier très grand et au contraire une partie front office, entre guillemets, donc l'accueil des clients plus petit et moins de motos, moins de côté showroom, ça permet de faire plusieurs choses derrière. Donc on disait la partie entretien général, c'est ça ? Oui, entretien rapide, effectivement, tout ce qui est plaquettes, pneus, avec notre partenaire Allo Pneus. Et effectivement, comme tu le disais, on a fait le choix volontaire d'avoir une toute petite partie showroom et un atelier assez conséquent derrière, puisqu'on a à peu près 9 ponts. Et il y a entre 4 mécanos, 5-6 mécanos vont travailler à plein temps avec toi à partir de septembre. Donc effectivement, quand on présente le garage, on a l'habitude d'expliquer qu'on a la clinique du moteur. Donc c'est une petite partie où en fait on va démonter. C'est sectorisé en quatre parties. Ouais. On va entièrement démonter les moteurs. On est capable de mettre toute la moto complètement en pièces en fait et de tout refaire, tout nettoyer. Une partie après indépendante où on a la grosse mécanique, partie élec, remontage propre. Et après vous avez la partie rapide et la partie que nous on appelle projet, qui est une partie où là on va vraiment travailler tout ce qui est découpage de cadres, soudure, et ça c'est plus la partie analyse. Des gros travaux, donc vraiment on touche tout. Et la cabine de peinture. Et un peu aussi d'usinage, parce qu'on a tour, fraiseuse, on est tout équipé. Donc... Et on a la chance d'avoir également un dessinateur qui travaille avec nous. Je dis la chance parce que quand aujourd'hui on ne trouve plus certaines pièces sur le marché, on est capable de fabriquer ces pièces-là à la demande pour pallier justement à ce manque et de les produire pour pouvoir tout simplement arriver à réparer la moto, quoi. On est un peu le dernier rempart en fait avant la casse pour certaines motos, il faut le savoir. Et justement, la première question que je me pose en tant que, on va dire, que moteur qui rentre dans un garage, c'est de dire mais qu'est-ce qui fait tourner un garage en fait ? Qu'est-ce qui fait vivre un garage ? Surtout quand on propose autant de choses, on a envie de dire fais de la prépa, c'est génial, tu vas t'éclater. Ça, je te laisse répondre. Et tu vas... Alors oui, tu vas t'éclater, oui. Oui. Tu vas t'éclater. Au début, tu vas t'éclater parce que c'est cool, mais après, tu vas t'éclater au sol. Et tu seras éclaté. Quand tu te rends compte le temps qui a passé, le peu que tu as facturé. Et oui, Jamy. C'est ça le problème. C'est ça, ouais. Jamy, il est là. Et oui. Allez, Marcel. Après, voilà, oui, plus sérieusement, effectivement, la partie prépa, c'est une grosse partie passion, mais en termes de rentabilité, le temps qu'on va y passer en termes de réflexion, conception, à moins de vendre la moto à 70-80 000 euros, enfin des formules à 5 chiffres, on aura du mal à être rentable, concrètement. Et je pense que c'est beaucoup de communication. Exactement. C'est, comme tu dis, un public très restreint, et surtout, il faut pas compter ses heures. C'est ça. Tu travailles pas, je pense, à l'heure à ce niveau-là. Non, tu peux pas. C'est du forfait, et c'est à toi dans ce cas-là d'être extrêmement bon sur le jugé pour dire je peux m'en tirer en faisant ça, quoi. Après, c'est l'expérience. Hein. Et l'expérience, ouais. Et il faut pouvoir après donc gérer tout le reste. Et voilà, mais si tu comptes vivre que de ça, ça va être super compliqué. Non, parce que je pense qu'il y en a honnêtement qui regardent des vidéos, ils voient un préparateur, ils disent c'est génial, il vit sa meilleure vie. Alors aux États-Unis, oui, je pense que tu peux le faire, parce qu'aux États-Unis, mettre 50-60 000 euros dans une moto, ça ne les dérange pas. Surtout dans une Harley. Il y a en France, rider aux États-Unis. Pour trouver le client qui met 60 000 euros dans une moto, déjà il va d'abord dans une concession. Avant d'aller chez un préparateur pour se dire je vais faire ma moto personnalisée. C'est pas le même état d'esprit qu'aux États-Unis. C'est complètement différent. Voilà, aux États-Unis, il y a un côté historique déjà avec les riders où quand on fabriquait une moto, c'était une moto qui était fabriquée de briques et de brocs, mais pas parce qu'on n'avait pas les moyens, parce que dans les années 60-70, il y avait un côté fétiche où en fait on récupérait une pièce faite d'une rencontre avec un autre garage ou une autre personne, et c'était comme un souvenir, quoi. Il fallait le monter sur la bécane parce que ça c'était pas mal, et on arrivait avec des profils moto qui étaient complètement atypiques. Ouais, le style un peu Easy Rider. Complètement, Easy Rider. Mais c'est des mecs qui arrivaient quand même à faire des motos d'une finition extrême. Ouais. Et cet esprit-là, ici, on l'a un peu. Ça c'est vrai du coup, mais c'est pas un esprit qui est très européen, très honnêtement. Ouais. Donc c'est pour ça effectivement que pour la prépa, pour revenir à ta question, c'est complètement différent du marché américain, la logique, et du coup on aura une logique différente. Donc c'est pas forcément très rentable. D'accord, ça marche.
Puis on aime aussi voir les clients, donc c'est pour ça qu'à Jetbike, on peut faire de tout, et plus on fait de tout, plus on voit des profils de clients différents, plus on est content. Alors justement, j'étais assez surpris parce qu'on avait discuté un petit peu en off, et apparemment vous faisiez aussi, vous faites toujours les prépas éthanol, les conversions éthanol, je dirais plutôt. Alors les conversions éthanol... Parce que je sais qu'aujourd'hui c'est un sujet qui pique, hein. Alors, Non, ça me pique pas du tout, j'ai aucun souci avec ça. L'éthanol aussi intéressé à une époque où le prix déjà de l'éthanol était bon marché. Il y avait plusieurs solutions sur le marché qui existaient, hein. Une qui est très connue, voilà, bref. Et nous, on avait une autre solution qui nous était proposée, qui était quand même moins chère, moins contraignante pour nous, en tout cas financièrement aussi, faut le dire. Hein. Et en termes de montage aussi. Et en termes de montage, voilà. Et puis en plus, il y avait la proximité, ils étaient à Toulouse. C'était des gens locaux, ouais. Voilà, donc ça nous plaisait bien. Donc on a travaillé avec eux, on en a monté quelques-uns. Sauf que d'un seul coup, le prix de l'éthanol, il a presque doublé. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame, tout s'enchaîne. Voilà, donc non, moi j'ai quelques motos à moi qui sont encore équipés éthanol, ça marche très bien, mais avoir de la demande maintenant sur des kits éthanol, non, il n'y en a plus, quoi. Parce que l'équation économique, elle est plus... La rentabilité, ça, c'était, on avait calculé avec, c'était un peu plus d'une vingtaine de pleins, je pense. Non, là maintenant, il faut une vingtaine de pleins, mais sinon avant c'était 12 voilà. pleins, je crois. Donc effectivement, là, ouais. C'était intéressant. Ouais. Voilà. Alors ça reste encore intéressant, mais il faut que ce soit que des gros rouleurs, voilà, qui roulent en Goldwing, genre moto-taxi, des trucs comme ça, quoi, voilà. Ça va être intéressant pour ce marché-là. Après, sinon, je vois pas l'intérêt. Ouais. Et d'autant, il y a des contraintes ou pas finalement sur une moto qui est basculée à l'éthanol, hormis le... Déjà administrative. L'homologation. Ouais. Voilà. Ouais, l'homologation déjà. Ouais. Pour l'instant, ouais. Ça reste la plus grosse contrainte. Ouais. L'homologation, la perte de garantie, enfin voilà, ça reste des contraintes. Tant que l'État ne prendra pas une loi pour dire on peut modifier les cartes grises dès que vous passez une conversion éthanol, comme on le fait maintenant sur quelques voitures, ça sera compliqué. Donc c'est toujours une zone grise en fait, voilà, on le fait, bon c'est pseudo-toléré, mais mais pas homologué. Il n'est pas homologué, quoi. Voilà. Non. Mais à chaque fois que j'en ai vendu, j'ai toujours prévenu les clients, hein. Voilà, c'est un truc qui n'est pas homologué, ils signent une décharge en plus, hein, par rapport à ça. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Chacun est libre, ça fait partie de l'esprit de la ride. On a fait une vidéo d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, on avait fait une vidéo par rapport à ce produit, à ce montage. Bon, on la mettra en feature là du coup pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on fera un petit lien vers la vidéo qui était... Même si on en vend plus beaucoup. Voilà. C'est pas ce qui nous faisait vivre quand même. Ouais, mais la vidéo elle déchire, donc vous allez la regarder. La vidéo par contre c'est clair du taf, déchire. donc On salue le vidéaste au passage quand même qui a fait la vidéo. Le montage est ouf en plus. Ouais. On lui transmettra. Et attendez de voir la prochaine. Ça tease. Nolan, si tu nous regardes, merci encore vraiment. Tiens, j'ai envie de revenir sur le côté préparation justement. Alors on a dit que voilà, aux États-Unis en effet il y a une culture qui est totalement différente où les gens n'hésitent pas à mettre vraiment des gros budgets, etc. C'est quoi le budget moyen d'une prépa ici à Toulouse? Est-ce qu'il y a, il y a des typologies de clientèle, il y a des... Alors, il y a deux types déjà de prépa. Il y a la customisation et vraiment la prépa moto, je pense déjà. Ouais, mais après, on peut pas dire qu'il y a un budget moyen en fait. Ça va dépendre de ce que tu veux de ta moto en fait. Là en ce moment, on a une grosse clientèle Harley qui veut plus de l'accessoirisation que de la prépa. Alors on appelle quand même ça de la prépa, mais pour moi c'est de l'accessoirisation. C'est-à-dire on achète des pièces du commerce qu'on va monter sur la machine, on fait en sorte que tout marche bien tout ensemble. On peut déjà les repeindre des fois aussi, on a eu des demandes pour les repeindre aussi. Parce qu'elles étaient mais pas, ça reste pas de la vraie prépa, c'est juste une petite customisation. Voilà. Après j'ai des clients par contre qui me demandent de transformer toute la boucle arrière, faire un nouveau réservoir. Ça c'est de la prépa, mais là on rentre dans le domaine artistique presque. Ouais, on a vu deux, trois exemples en bas là, avec des... En cours. Ouais. Ouais. Mais là on est booké pour 2 ans là sur tout ce qui est la prépa. On en a tellement, on arrête d'en prendre là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quelques projets un peu fous là sur lesquels tu as bossé? Alors attends, ça dépend fou. Qu'est-ce que tu mets derrière des projets remarquables, on va dire. Des trucs complètement psychédéliques. Parce que nous, on reste les plus fous quand on fait nos propres machines pour l'atelier. Ouais, c'est quoi les projets les plus fous sur lesquels vous y avez bossé ou en tout cas ceux qui vous sont vraiment restés dans l'esprit comme étant des motos, vous vous souviendrez quoi. Ouais, là on a alors c'est pas forcément la plus grosse. Ouais, mais alors celui-là il est drôle. Mais on a un petit Dax.
Ouais. qui est pas un vrai en plus, Non, c'est un mais Dax chinois. t'as pas raconté l'histoire. À la base, ce Dax, on voulait le garder pour juste le remettre en route pour aller à la poste ou chercher des pièces à droite, à gauche. Sauf que c'est parti complètement en cacahuète. Quand on laisse les garçons de l'atelier commencer à dire « Bon, ben, on a besoin de le remettre sur route pour juste en faire un véhicule utilitaire », alors là... Et il se trouve qu'on était en train de faire un chopper Harley Davidson et il y avait le guidon qui était haut comme ça, Voilà. qui traînait à côté. Et j'ai eu la bonne idée de poser le guidon sur le Dax. Et j'ai fait, oh, mais c'est génial, c'est trop fun quoi. Donc Et là, on est il parti dans un délire, on a fait un Dax chopper. Voilà. Donc Dax Chopper, commande suicide, enfin la totale avec les têtes de mort Grossir, partout. rallongé, Voilà. roue élargie, moteur en 140 cm3 à la place du petit 50 qu'il y avait avant. Ça, kit c'est NOS, bien sûr. Voilà. Ça, c'est le projet le plus débile, ça. Ça, c'est le projet le plus débile. Après, Et là, je suis en train de faire la ligne d'échappement sur mesure et tout. Après, le projet le plus fou, si t'es déjà en train de travailler dessus, le CX, déjà, c'est beau. Ouais, on a un CX c'est là, beau, ça ouais. fait un petit peu longtemps déjà qu'on travaille dessus, mais parce que c'est un projet qui est assez complexe. Une base bien connue pour les Ouais. prépas. CX 650, c'est pas le plus connu. On Ah, non, connaît c'est plus beaucoup le le 500, mais le bon. 650 beaucoup moins. Parce que le cadre est complètement différent, donc on ne peut pas le transformer de la même façon. Mais c'est une bécane sur laquelle on fait un boulot de dame, quoi. Toutes les pièces sont faites sur mesure, dessinées, Il usinées. y a des calculs ouais. qui sont obligés d'être faits, notamment pour les commandes reculées, parce que la plupart des motos, en fait, c'est dans ce sens-là que l'axe pour les vitesses marche. Là, c'est dans ce sens-là. Donc on peut pas avoir les mêmes renvois d'angle. On est obligé de faire avec tout un système de biellettes dès qu'on passe sur des commandes reculées. Donc il y a des calculs à faire. Enfin, c'est assez complexe. Et tout se passe ici ou Tout se passe Tout se ici, passe ici. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Tout se passe ici. Alors le projet, d'abord, on a un tableau interactif. Donc on arrive avec le client, on dessine le projet directement Sur avec le tableau, le client ouais. sur le tableau et on valide le projet final comme ça. Et après, c'est à moi de dire, si tu veux exactement ça, ça va te coûter tant. Et là, après, il efface. Bon, on enlève ça, on enlève ça. Ou il rajoute comme ça. Ou alors, si c'est nos limites, ben non, on on rajoute. peut rajouter, voilà. voilà. Donc ce qu'on voit à la télé, là, notamment sur les chaînes de la TNT concernant les prépas, tu sais, ça revient à temps à la fin, etc. Est-ce que tu penses que c'est plausible ou Alors on te Sur la laisse moto, regarder la prochaine vidéo déjà. Sur la Je fais exprès de ne moto, pas citer d'émissions et tout parce que je veux pas l'embrouille, ni avec Non, les... tu peux en citer 3 ou 4, je crois. Ouais, mais là, dans le doute. Non, après, sur les prépas moto, il parle rarement budget quand même. Dans la voiture, oui, tu prends Wheeler Dealer par exemple, effectivement. Non, on avait dit qu'on citait pas. J'ai dit Non, Wheeler on l'a Dealer. coupé au montage, on coupera au montage. Je cite Andy Bag et dans Tamil. Voilà. Donc tu feras bip, Donc Ouais. les vendeurs de roues. bip. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on pense à ça parce que voilà, il y a toujours un petit tableau à la fin récap Ouais. où la partie notamment main d'œuvre est un petit peu édulcorée, on va pas se mentir. Et Bon, la partie pièce aussi, quand même. Ouais. Ouais. Et sur la réalité du chantier, c'est vrai que moi je me dis en tant que personne, je dis est-ce que ça c'est vraiment ce que ça peut coûter, le temps qu'on peut y passer, ou est-ce que c'est vraiment télé-réalité à fond quoi. Alors après, le problème, c'est qu'après, des fois, on a des clients qui regardent ce genre d'émission et qui viennent en nous disant non, mais j'ai vu pour faire ça, ça va coûter tant. Non, non, dans la vraie vie, c'est pas ça. Mais après, justement, je rebondis là-dessus. Nous, chez Jetbike, que ça soit les devis ou les factures, on a à cœur de vraiment tout détailler, que ça soit les pièces, ce qu'on a fait sur la moto et la main d'œuvre, parce que la transparence, ça fait vraiment partie aussi de ce qu'on voulait quand on a créé l'entreprise. On s'est dit, voilà, il manque quelque chose de ce côté-là. Quand tu vas emmener ta voiture chez le mécanicien, quel qu'il soit, ou ton véhicule, souvent on te dit j'ai fait ça et t'as le prix global, et nous on voulait vraiment que les gens sachent ce qu'on fait ici, et donc c'est pour ça qu'on détaille, tous les travaux. Ouais. tout, absolument tout. Des fois on a des factures, des devis qui font 3, 4, 5 pages exprès. Ouais. C'est juste Mais au pour moins, être tu sais transparent. exactement ce qui a été fait sur ta moto. Oui, il y a une notion de confiance aussi. Exactement, C'est vrai que ouais. Des fois, on est toujours un peu méfiant quand on maîtrise normal. pas ce qui est fait. C'est normal. Donc ça fait partie C'est normal, justement les des- mécanos ont une sale réputation quand même. Ça fera partie d'un autre De sujet. voleurs, d'escrocs, de machin. J'ai l'embrouille, mais je vais laisser à Dune, mais la partie les femmes dans la moto. Ouais, Ah oui, ouais. les femmes. Alors j'avais juste une petite question avant. Oui. Quand on reparle des préparations, des projets pistes, vous en faites pour Ouais, monter bien des sûr. motos de piste, ouais. Bien sûr. Bah, tu l'as vu. Hein, Ouais. On en la a Aprilia 250 RS, Ouais. c'est une moto que j'ai refait de A à Z pour Axel, qui est un pilote Jetbike. Il n'a pas vu la R1 encore. Et il a aussi une R1 qu'on lui a entièrement préparée. Et à chaque fois qu'il la crache, on doit la repréparer encore. Salut Axel.
Et non, après on entretient quelques motos de piste aussi, des R6, des Kawa, enfin un peu tout. Mais il nous manque un petit outil pour être vachement efficace dans ce domaine-là. Ça fait partie des prochains investissements. Un petit outil. Un petit outil et qui coûte un peu cher, mais c'est un banc de puissance. C'est prévu quand même. C'est prévu d'ici quelques temps. On se débrouille comme un peu pour l'instant, même si on n'a pas le banc de puissance à domicile. On arrive quand même à avoir un banc de puissance. Ouais, on a ce qu'il faut. Ouais. Moi j'aurais envie de tester n'importe quoi si j'ai ça. Ouais. Je testerai n'importe quoi. Ah ouais, j'aurais dit plus. Ah ouais, je me suis bien fait carotte là par contre. Tonton Laurent t'invitera pour faire des paris si tu veux. Ouais, franchement, il y a un jeu sympa à faire. Ça c'est clair. Tu pourras faire gagner à tes auditeurs des choses, ils pourront parier sur une moto, ça c'est possible. On en reparlera. Je rebondis sur le lancement de Ludo, du coup Amandine, on parlait tout à l'heure justement des femmes dans la moto. Oui. C'est vrai que aujourd'hui c'est un milieu qui est quand même des fois un peu compliqué sur ce plan-là. Est-ce que je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur toi et qui... Alors moi ça me tient à cœur effectivement parce que mon parcours déjà il vient de l'auto et bon même si intrinsèquement j'ai toujours eu dans mes gènes la moto, ma mère a toujours fait tous les circuits moto depuis toute jeune, donc je pense que les femmes dans la moto ça a été transmis déjà par son biais. Et la place des femmes encore plus dans ce milieu-là. Après moi, professionnellement, je suis partie dans l'auto. Effectivement, le milieu est un peu plus fermé, on va dire, au niveau des femmes que la moto. Ouais, c'est macho, quand même. La moto, oui, c'est vrai. Je voulais pas le dire, mais tu l'as dit. La moto l'est un peu moins. Je trouve que les motards sont un peu plus ouverts. Par contre, effectivement, il y a encore un gros effort à faire au niveau de la place des femmes dans la moto. Et ici, j'ai vraiment à cœur de développer justement cette partie-là parce que je trouve que de manière générale, les femmes sont pas assez représentées dans ce milieu. Par exemple, les mécanos chez Jetbike sont sensibilisés justement à la communication avec les femmes, à faire attention justement. Alors après, heureusement, on a recruté des gars qui sont super et que je salue au passage et qui sont très respectueux des femmes et ça faisait aussi partie des critères à l'entretien. Donc ça peut paraître anodin, mais en tout cas pour nous c'était important. Alors, et l'aboutissement, voilà, on a une femme qui va nous rejoindre. Est-ce que tu as des exemples précis qui t'ont motivé à arriver à ce schéma-là? Est-ce que tu as des exemples de choses vécues que tu ne veux pas voir, plus voir? Que je veux plus voir, plus entendre surtout. Ou plus entendre. La première fois qu'une femme est arrivée chez Jetbike, elle est arrivée, elle m'a dit, à la fin de l'entretien, quand on a eu fini sa moto, je reviendrai chez vous parce que je me sens en sécurité. Et ça m'a vraiment touchée. Ça d'entendre ça, quoi. Ouais, ça m'a vraiment touchée. Et quand on est sorti pour la restitution des clés de la moto, je dis, vous pouvez développer parce qu'il y a... pourquoi en danger Non, parce qu'en fait, à chaque fois que je viens, alors c'était une jolie femme en plus qui roulait sur une sportive. À chaque fois que je viens, j'ai l'impression qu'on me regarde de la tête aux pieds. Je suis un peu un bout de viande et ça, ici, je le sens pas. Et vraiment, je reviendrai déjà rien que pour ça. Et donc voilà, ça a été le déclic où on s'est dit non, vraiment, faut vraiment faire quelque chose là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et dans le monde actuel dans lequel on vit, dans celui dans lequel on va vivre demain, les femmes... le rôle et la place des femmes aujourd'hui changent, quoi. Il faut l'accepter. Et justement, je suis fière d'avoir une femme à l'atelier. C'est bien. D'être la deuxième femme. Encore, elle est pas la deuxième femme, parce que moi j'y suis plus ou moins à l'atelier, mais je touche pas à la partie méca, sauf quand il faut ranger un peu, parce que des fois, c'est comme les chambres, hein, c'est le bordel. Donc t'es la maman de l'équipe, en fait, on va dire les oui, en plus c'est mon surnom dans la c'est maman. Voilà, c'est ça. C'est mon surnom, voilà, dans l'atelier, voilà. Donc oui, effectivement, on pourra en parler encore pendant des heures, mais... Je pense qu'il y a d'autres sujets à faire là-dessus. Oui, sur la femme dans la moto, oui, complètement. Ouais. Surtout nous déjà de notre côté, on va dire côté réseaux sociaux, on voit un peu ce qui se fait, des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce qui fait avancer, au contraire, ne sert pas trop la cause, on va dire les choses franchement. Et c'est un peu ce qui nous a motivés aussi à prendre Brixton. Hein. Oui, aussi. Parce que justement, on voulait développer le côté clientèle femme et clientèle permis A2, jeune permis, qu'on n'avait pas du tout avant en fait. Et Brixton répondait un peu justement à toutes ces réponses avec des motos au look néo-rétro, assez basses, plutôt sympa, très girly en fait, hein, avec quelquefois même des couleurs girly aussi. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment tous les styles, il n'y a pas que pour les femmes, mais déjà rien que la position de conduite se prêtait plus facilement en tout cas aux femmes.
au niveau des motos, parce que même certaines motos sont pas pensées pour les femmes, je trouve, même en termes de gabarit. Il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir à l'atelier pour demander si on peut faire quelque chose justement pour elles évitent d'avoir les pieds sur la pointe. Ouais. Ah ouais. Des buffalo, ça se vend super cher en plus. Je vais leur dire, garez-vous sur un trottoir. Ouais, c'est ça. C'est pas un bon exemple d'éthique de la femme, on va en parler toi et moi. Tu vas poser la question qui tu vas voir. Ouais. Quoi Non, mais du coup, c'est une bonne passerelle du coup pour commencer à parler de Brixton. Alors, probablement que voilà, les gens qui nous regardent ont déjà plus ou moins entendu parler de cette marque. Cette marque est quand même assez récente. 2017. Ouais. Et qui commence à être distribuée de plus en plus large. C'est vrai qu'ils ont des modèles qui sont quand même assez sympas. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une marque chinoise de plus ? On situe mal finalement les origines de cette marque-là. Comment est-ce que vous avez approché cette marque ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous distribuez Brixton ? Alors attention, question très importante qui revient à peu près toutes les émissions qu'on a faites. Oh là là. On a fait une focus sur questions. cette question parce qu'il y a tellement à dire et attention, on est très pointu. Je mets pas la pression. Mais... Vas-y. Je t'écoute. Alors ? Là déjà, moi j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par moto chinoise ? Ah, très bonne C'est une question. très bonne question. C'est elle qui vous a eu. Allez. Et on vous répond la semaine prochaine. Moi je dis vive les femmes dans la moto. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui toutes les marques de moto aujourd'hui, on le sait, quasi totalité des constructeurs font produire en Asie. Quasiment tous, à part quelques motos quelques très haut de marques. gamme. Mais on a aussi cette arrivée de constructeurs qui sont eux purement chinois, c'est-à-dire que c'est des motos qui sont fabriquées en Chine mais aussi conçues en Chine par des marques chinoises. Très assumé. Très assumées, ou qui s'approprient de plus en plus aussi les codes finalement des motos européennes. Hein. On a Je peux pas citer de marque. Si, on a fait On reparle moto. on a Si on fait peut pas dire de marque. ces motos récemment, par exemple, qui non. sont des propositions qui du coup, je veux dire, on Tiennent reprennent un peu le les palier, codes. ouais. Bah, surtout, oui, il y a déjà plusieurs. Aujourd'hui, on peut se permettre le luxe de citer plusieurs marques, c'était pas le cas il y a 10 ans. Ouais. Et justement, aujourd'hui, on a ce recul pour dire, aujourd'hui, on a un référentiel. Nous, ça a démarré avec MASH. C'était plus ou moins les premiers à proposer quelque chose de, entre guillemets, novateur, dans le sens où on a un prix d'appel, un look sympa. Le reste, on en parlera plus tard. C'est là qu'on a compris. Et derrière, on va arriver, aujourd'hui, Vosges, CF Moto, et d'autres Brixton. Morini pour les Palestiniens. Alors, oui, mais pas que. Morini et justement des marques sino-européennes. Oui. Et c'est là donc on répond à ta question, qu'est-ce qu'une marque chinoise ? C'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est des grosses entreprises chinoises qui vont racheter des marques européennes qui se sont viandées et qui derrière vont soit reprendre une partie de ce qui existait et essayer de l'améliorer, soit proposer quelque chose de carrément différent et juste profiter de cette aura. De l'historique. Et c'est là où justement il faut avertir les gens et dire attention, vous partez sur autre chose, c'est pas parce que vous achetez la marque que c'est ça. Et on le voit dans l'automobile, là aujourd'hui MG est ressuscité, je suis désolé, ça n'a plus rien à voir avec le MG britannique qu'on a connu. Donc je serais pas étonné qu'un jour on revoie la Verda par exemple. Et on serait pas étonné de revoir la Verda. Et c'est vrai que là on voit notamment pour les purement chinoises plutôt. Les vraies marques chinoises. Vraies marques chinoises, voilà, Bosch, CF Moto pour les citer. On a une vraie proposition complète avec un style à eux, voire à emprunter chez certains designers. En tout cas, un style assumé, quoi. Un style assumé et surtout quelque chose de qualitatif à première vue. Même après essai, on se dit, voilà, c'est pas quelque chose qui tombe en ruine, notamment comme on a pu voir avec MASH, parce que je les ai essayés sur ma chaîne. Et même pendant les essais, j'avais des pannes, donc c'est pas des blagues. Et sur les forums, voilà. Non, mais c'est bien que t'en parles. Effectivement, voilà, que tu fasses le distinguo entre les deux, c'est important, ouais. Oui, et surtout que derrière, malgré les vidéos qu'on fait, etc., il faut pas croire qu'on part sur des argumentaires tirés de n'importe quel magazine. Oui. Derrière, on les poste, notamment sur les forums, et les gens nous font des retours. Et il y a quand même des sons de cloche qui reviennent. Et notamment MASH, malheureusement, c'est ça, ils ont trop misé sur des vieux brevets, sur des assemblages de matériaux un peu douteux, et ça a un peu découragé les gens en disant oui, il y a le prix d'appel, mais derrière, si c'est pour passer son temps à la bricoler, à la réparer, c'est pas possible. Donc là, on voit Brixton qui arrive, on se dit tiens, est-ce que c'est une marque chinoise de plus ? Voilà. Ok, on reprend, on a été coupé du coup parce qu'il y avait Monsieur MV Agusta. Voilà, le mécano de Il nous ramène des outils, voilà. L'Italie, c'est la passion, il n'y a pas d'heure pour ça. C'est clair. Bon, c'est chinois, voilà, on assume, salut, au revoir. Non, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une marque européenne, avec un design européen, avec un cahier des charges européen autrichien, c'est pas vraiment du bas de gamme, hein, c'est même pas du tout du bas de gamme d'ailleurs.
parce que quand on voit la qualité d'assemblage, de finition et tout, c'est top, c'est largement à la hauteur des Japonais ou des Européens. Mais effectivement, pour une question budgétaire, c'est fabriqué en Asie. Voilà. Mais comme fait BMW, comme fait KTM, comme fait plein de constructeurs, comme fait Triumph aussi, et bientôt BSA aussi d'ailleurs, qui va sortir là, enfin voilà. Donc voilà, c'est une question de budget, on n'est pas capable, en Europe en tout cas, de fabriquer des motos aussi belles, aussi qualitatives, à ce prix-là, avec un prix de marché qui va sortir à ce prix-là, c'est pas possible. D'ailleurs, en parlant de prix, du coup, c'est un positionnement. Alors, si on résume Brixton, c'est un positionnement tarifaire assez agressif, mais aussi des motos qui ont un vrai look, qui ressemblent parfois à certains classiques, on va dire, de chez d'autres marques, mais en tout cas qui ont aussi leur vraie identité en termes de finition, d'équipement. Alors ouais, parce qu'ils sont déjà sur sur du néo-rétro quand même, tout ce qui est look, en tout cas c'est du néo-rétro assumé, et ça plaît énormément, et ça n'empêche pas que l'équipement est présent, et même sur des 125 on se retrouve, on a quand même les warnings de série, on a la prise USB au guidon de série, aussi, les feux à LED complets, les clignotants, c'est du Kozo, c'est pas... L'ABS. Moi je suis vendeur d'accessoires aussi, Kozo c'est une très très bonne marque d'accessoires. L'ABS. La plupart sont équipés des ABS aussi, critère 1. Enfin, on peut pas parler de moto low cost, quoi. Voilà, c'est pas du low cost, c'est une moto certes à prix abordable parce que ils en font en grosse quantité. Non, mais c'est des motos qui sont produites en grosse quantité. C'est pas que sur le marché français, Brixton. Ils inondent tout le marché européen. Ouais. Donc ils en produisent en grosse quantité, et parce qu'ils font de la grosse quantité, ils arrivent à tirer les prix quoi. Donc mais aussi parce que c'est fabriqué en Asie. C'est quand même une marque qui a des ambitions et que c'est un constructeur qu'on va voir se développer a priori. Ah mais l'ambition de Brixton c'est de devenir un constructeur à part entière. Ouais. Ça c'est clair et net, ça a été dit dès que j'ai pris la marque, c'est ce qu'ils m'ont dit en direct quoi. Et alors effectivement ils ont commencé, parce que Brixton c'est une marque qui appartient à KSR. Je ne sais pas si vous connaissez KSR, mais KSR c'est un très gros groupe européen qui distribue beaucoup de marques comme Italjet, Lambretta, New pour les scooters électriques, j'en perds encore, il y en a pas mal. Dans d'autres pays, ils font aussi Suron en électrique. Enfin voilà, ils ont plein de marques comme ça. Donc c'est une boîte qui a l'air insolite quoi, qui est très forte financièrement. Et c'est eux qui ont créé la marque Brixton. C'est pas une marque qu'ils ont pris quelque part, c'est leur marque à eux. Avec leur bureau d'études, leurs designers. D'ailleurs, il y a 2 Français dans le bureau de design qui travaillent sur les Brixton. Et voilà, donc ils ont une gamme qui répond pas mal, en tout cas, nous, ce qu'on voulait faire par rapport à Jetbike, qui répondait un peu à nos cahiers des charges. À nos cahiers des charges, entre guillemets, ouais. Mais voilà, et on en est super satisfait, quoi. Et aujourd'hui, la gamme, c'est quoi ? Ça part de la 125 chez Brixton ? T'as la 125 avec plein de gammes parce que c'était leur premier créneau forcément, donc cette partie-là est bien développée. Après on a des 2,5, alors nous les 2,5, pour nous ça a marché un peu à part, ça a marché un peu bâtard. Par choix on a décidé de pas les avoir, on préfère... Voilà. Enfin on peut les avoir sur commande, mais je pense que c'est pas un super marché porteur. C'était pour le marché asiatique je suppose ? Essentiellement je pense, ouais. Mais voilà, et après on a les 500... donc avec les Crossfire notamment, qui répondent très très bien en tout cas à la clientèle A2. Ouais, c'est A2 natif, c'est-à-dire que elles sont pas bridées quoi, elles sont... Ah non, elles sont à 47 chevaux de base, voilà, c'est le moteur du 500 CBF, donc en plus... Par contre en termes de style, elle fait beaucoup penser au studio Kiska je crois, tout ce qui est Svartpilen, Villepillen, on retrouve des codes un peu... On a l'impression, mais si tu les mets côte à côte, il n'y a rien qui est comparable, elles sont complètement différentes. Parce que moi c'est la première impression que j'avais eue quand j'ai vu les Crossfire, je me suis dit ça me rappelle un peu les Husqvarna quand même, et en fait tu les mets comme ça, bah non il n'y a rien de pareil quoi. C'est un peu le style de conduite quoi, qui va être identique, mais comme sur plein d'autres motos, mais visuellement non, c'est pas du tout pareil. Bah faudra les voir et les essayer tout simplement. Et on y vient quand tu veux. Et on y sera. Alors évidemment pour ceux qui connaissent la chaîne, on publie aussi des essais régulièrement, donc on va essayer toute la gamme si c'est possible. C'est possible. Et vous faire. C'est validé.
C'est validé. 125, 500, 1200. Voilà. Je veux te voir sur le Monkey quand même. Alors, il y a quelques modèles qui m'intéressent particulièrement. Donc celle-ci, qui s'appelle là. C'est la Crossfire XS. La Crossfire XS, qui rappelle beaucoup le Monkey. Le Monkey ou la MSI, ou comment on appelle ça MSX, ouais. 25, côté un peu compact et notamment la Cromwell, la 1200, donc moi qui roulais aussi donc en XGR, fraîchement revendu. Le côté un peu grosse gamelle et cruiser avec du couple, je me dis est-ce que c'est encore une fois un pari ou t'as 2 maps en plus de conduite dessus. Ouais, alors mode éco et mode sport, donc j'ai déjà évidemment regardé les essais. Il y a déjà plusieurs choses qui ressortent, donc je vais essayer de voir si moi je m'y retrouve là-dedans, et surtout avec mes aspirations par rapport à ce que j'ai pu connaître sur une japonaise, on va dire datée. Est-ce que je retrouve quelque chose de daté ou quelque chose de revisité? Est-ce que le moteur qui, je crois, est un moteur de chez eux et non pas... c'est 100% Brixton. 100% Brixton. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée par rapport à ça, et surtout la qualité perçue, la qualité d'assemblage, les équipements proposés, et surtout, est-ce que pour le prix, finalement, on en a pour son argent, et c'est ça l'idée. Mais alors tu parlais d'une comparaison par rapport à des japonaises, mais là c'est pas par rapport à des japonaises qu'il va falloir que tu compares, c'est par rapport à des anglaises. Enfin des anglaises qui sont pas vraiment anglaises en fait. C'est l'anti-T120 je crois, si je dis c'est pas la concurrente directe de la Triumph T120. Et nous on en fait beaucoup des T120 ici, et quand on compare les deux, il y a quand même pas mal de différences. Donc, mais quand même un gros clin d'œil, on va pas se mentir. Ouais, parce que le style c'est purement lié à Triumph, effectivement. Mais que dans le style. Si on cherche un peu plus loin, que ce soit en équipement, en option, tout ce qui est électronique aussi, ça n'a rien à voir. C'est plus puissant, c'est plus complet. Il y a écran TFT couleur, on a 2 maps au guidon, la SR, on a un ride-by-wire. Les suspensions c'est du Kayaba, les freins c'est du Nissin. Là il y a un vrai frein arrière qui freine, contrairement au Triumph où il n'y a pas du tout de frein derrière. C'est super bien amorti, la qualité perçue comme tu disais tout à l'heure. Nous on l'a démonté pour regarder. Il y a 0 défaut. J'ai rien trouvé à redire sur cette moto, la qualité des soudures, le passage des fils et tout. Moi, ce qui me fait peur, franchement, sur soit les pures chinoises ou les sino-européennes, c'est souvent les peintures, les vernis. Ils me font peur. Ils ont l'air très fragiles. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors nous, elle est dehors déjà depuis quelques temps, la moto d'essai en 1200, et je pense que il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Enfin, tu pourras constater lors de l'essai par toi-même. Je crois qu'elle est à l'essai depuis... Un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois, ouais, c'est ça. Non, même mars, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, tu regarderas lorsque tu testeras. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, à part les pads, mais parce qu'elle est en extérieur. Souvent, c'est les caoutchoucs sur voilà. la partie. Le reste, la partie même là, les poignées, ça n'a pas bougé. Non, tout. Ouais. Souvent, c'est ça. Soit ça ternit, soit les vernis, ils marquent beaucoup. J'ai remarqué. Et non, je parle de. Ouais, pour l'instant, j'ai pas eu le cas encore. Peu importe les marques, souvent ça, les premiers défauts qui arrivent, c'est ça, c'est les plastiques qui sèchent, les caoutchoucs qui se rétractent, les vernis qui marquent. L'électronique commence à faire des blagues. Je sais de quoi je parle, j'en ai une. C'est un peu. Ça sent le vécu, ouais. Ouais, ça sent le vécu. Là, j'ai roulé 3 jours sous la pluie, je peux te dire que le sapin de Noël, je commence à connaître. C'est vrai que les compteurs, c'est des consommables chez. Chez Fantique, les compteurs, c'est du consommable. Mais tu as 2 roues? Comment? Donc tu peux l'amener chez nous. Voilà. Mais bon, tu vois, ça fait partie des choses, tu dis, les gens qui commencent à s'intéresser à la marque, et ça a été mon cas, parce que à travers les essais, forcément, derrière, tu te dis, et pourquoi pas moi? Et le premier frein, et je pense que c'est le cas des gens qui nous regardent, c'est de dire, j'ai envie de franchir le pas, mais quid du SAV? Prise en charge, disponibilité des pièces, qualité des pièces. Ça, on peut t'en parler, nous, par contre. Et c'est tout ça. Et tu peux pas répondre tout de suite, c'est impossible, parce qu'il y a que le temps qui répondra à ça. Tu peux pas... Alors, lui, toi, pour certains critères bien particuliers, tu as choisi aussi Brixton pour ça. Les microfiches, notamment, tout ce qui est... Oui. Quand tu es à l'atelier, la disponibilité des pièces détachées, retrouver tes microfiches avec la moindre vis si tu en as besoin, voilà, tu sais la commander, quoi. Tu sais la trouver. Et même sur des motos un peu plus anciennes, enfin Brixton ça existe depuis 2017. Des motos de 2017, je peux encore t'avoir la moindre pièce, quoi. On peut tout avoir. Mais moi, pour rien cacher, j'avais vachement d'a priori sur tout ce qui était moto entre guillemets chinoise. Il y a 5-6 ans, tu m'aurais dit tu vas acheter une moto chinoise, jamais de la vie, quoi, hors de question. Et c'est venu parce que j'ai un commercial de chez Georide qui est venu un jour ici là, avec une CF moto. Avec une CF moto, et il m'a dit regarde, tu vas être bluffé, quoi. Et j'ai regardé et j'ai été bluffé, franchement, quand j'ai vu la moto, la qualité de finition, l'équipement et tout, et le prix.
Je me dis putain, ça commence à pas être déconnant quoi la moto. C'est la CLX Sport qui est équipée Joyride par défaut, et donc d'ailleurs qu'on a essayé en short sur notre chaîne là, et qui pareil nous a... format court, pas. Alors, pour ceux qui nous regardent dans les EHPAD, les shorts, c'est pas avec les claquettes. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a Porter été les hyper EPI. séduit par cette base-là, qui est une moto, qui est un vrai vélo. Et puis alors la version sport, là, pour le coup, qui est hyper bien équipée, elle nous a vraiment c'est clair, tapé dans même l'œil, quoi. Et, tu vois, il y avait des étriers Brembo, j'ai même regardé si c'était pas une copie Brembo, tu vois. Non, c'est Vu du des Brembo 40 qui- là-dessus, tu dis c'est surdimensionné, c'est très flatteur. Et pour revenir à la marque Brixton, en fait, c'est le président du motoclub Jetbike ici, là, qui lui roule en Triumph en plus, un T120, une moderne, une récente, qui un jour me dit « T'as vu la Cromwell 200 ?» Je dis « Non, alors j'ai pas vraiment fait gaffe. » Et il m'emmène tous les magazines qui parlaient des essais comparatifs. Et là, je regarde déjà, esthétiquement, la moto, je dis « Ouais, elle est réussie, quoi. Elle est belle, on dirait une Triumph qui sort chez un préparateur. » Elle a déjà le petit garde-boue, les petits clignotants, les feux à LED et tout. La selle, on dirait que c'est un sellier qui l'a faite avec toutes les coutures et tout. Je dis ouais, déjà, ils ont marqué le coup parce que là, c'est vraiment beau quoi. Et en plus, quand je lisais après tous les comparatifs, elle était devant Triumph quoi. En plus, elle est quoi, 3-4 000 € de moins cher qu'une 4-5 000 presque. Ouais. Donc, Sachant en plus, qu'une Triumph T120, quand tu l'achètes, déjà, tu peux prévoir à changer les amortisseurs arrière parce que c'est des pompes à vélo. Après, est-ce Tu vas qu'on pas peut... me dire le contraire. Alors, parce que j'écoute l'argumentaire et je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que on peut aller jusqu'à dire que c'est mieux qu'une Triomphe? Mais bien sûr, déjà, la plupart des magazines l'ont dit. Il faut pouvoir assumer ça derrière. Elle est passée devant Triumph quasiment sur tous les essais. Donc, je pense qu'il y a quand même des aspects sur lesquels, bon, il y a encore du taf. Après, les goûts et les couleurs dans tout. Alors... Hormis ça, sur l'aspect, on va dire, rapport qualité-prix-prestation, ils peuvent pas avoir tout bon sur tous les tableaux. Ça me paraît difficile. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, ils s'en rapprochent. Ça peut, mais... Moi, si j'avais 2-3 critiques à faire sur la 1200, c'est peut-être le plastique des Komodo. Mais en fait, c'est pareil, c'est mon ressenti par rapport aux motos des années 90-2000 qui avaient des beaux plastiques. Ouais. Quand je regarde maintenant les nouvelles BM qui arrivent, les nouvelles KTM, je me dis, bon non, en fait, c'est pareil, c'est même qualité. Mais où est-ce qu'ils les font fabriquer déjà? C'est bizarre, hein. Alors j'ai mis... Donc non, ça, du coup, je l'efface. Non, puis la reste, après, j'ai beau chercher partout, j'ai pas trouvé vraiment de défaut, quoi. Voilà, c'est pas la moto parfaite non plus, mais elle a certainement des défauts. Alors on a roulé d'ailleurs à deux, ensemble pour la tester, pour tester le confort à deux. Alors si j'ai trouvé un petit reproche, les cale-pieds sont peut-être un poil bas et du coup dans les ronds-points quand on arrive un peu fort, ça va. Surtout à deux, ça a tendance à affaisser la moto. Tout à fait. Ouais. N'est-ce pas? Je suis un peu trop léger. C'est là je me suis dit, merde, je me suis lancé sur un truc, je vais le regretter c'est dans mort. 4, 3, 2... Par contre, la 500 n'est pas fait pour rouler à deux. Si, mais pas de Mais pas sur des gabarit longues avec des distances. mecs comme moi, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est pour viser pas mal. On a tout testé à deux. Ouais. On l'a testé, mais c'est vrai que la 500, c'est plus une moto, effectivement, pour rouler à deux, mais en type utilitaire. C'est-à-dire si c'est pour emmener ton gosse ou à l'école ou un passager pour promener maman, mais vraiment sur soit. une petite balade de temps en temps le dimanche. Et le gabarit ne peut pas à l'aspect touring GT, on va pas du se tout, mentir. C'est pas... Voilà, et il faut pas que le papa qui conduise, ce soit un rugbyman taillé comme ça, quoi. Voilà. Bien sûr. Par contre, ça reste quand même une bonne moto utilitaire pour la vie de tous les jours. La 500, et dans tous les cas, les utilisateurs qui l'ont depuis 2 ans et qui viennent pour faire les entretiens chez nous en sont très contents pour l'instant. Voilà. Et puis en termes de proposition pour une moto à deux, en effet, entre ça et un CB500... Ah ouais, mais t'as 6500 €, t'as une moto, pareil, qui a compteur électronique, le phare avec une signature lumineuse qui est super belle, un design où t'as aucune moto vraiment qui lui ressemble. Ouais. Alors on peut penser que la Husqvarna ressemble, mais non. non, je te jure, tu les mets côte à côte. Là, j'ai une mouche dans l'œil. Tu la testeras, tu verras. Ah non, je parle de le style, clairement, j'y ai pensé direct. Honnêtement, mais moi aussi, non, je te jure, moi aussi. C'est pas grave, je veux dire. Ah non, il y a une signature visuelle, et je me dis, il y a déjà un effort, c'est pas un truc qui ressemble plus ou moins vaguement à plusieurs choses. Ouais. Il y a une identité, après on peut trouver des similitudes. Mais on le voit aussi dans le milieu de l'automobile. Des designers qui sont passés d'une marque à une autre, tu dis attends, s'il te plaît, ils ont copié. Non, c'est le mec qui a été débauché. Donc, maintenant ils s'associent même dans le milieu de l'automobile. Déjà, ils ont pas copié le nom, parce qu'au moins là on sait le prononcer. C'est la Crossfire. Voilà. C'est ça. En tout cas, on pourra les tester, parce que moi je roule en une Pilette 701 du coup, donc on pourra l'amener puis les mettre côte à côte.
Oh bah ça Alors, bien, alors. du coup, un t-shirt. C'est fou. On les mettra à côté? Non, quand même. On poussera pas jusque là. Allez. Si, vous pouvez. On peut peut-être conclure. Il y avait un modèle qui nous avait tapé dans l'œil avec Ludo, qu'on avait vu à l'ECMA l'année dernière, la Store 500, je crois qu'elle s'appelle, Ouais. chez Brixton. Moi, qui est basé sur justement la 500 Crossfire. Ouais. Enfin, Et c'est le même moteur en tout cas. du coup, on a des infos, ça, quand est-ce que ça va sortir ou... Non, j'ai pas encore la date de Ouais. sortie, mais j'ai un petit scoop. Ouais. Ouais. Parce qu'on sera présent au salon Automoto Classique en septembre à Toulouse, Au mythe, au Mythe, Ah, cool. et Brixton nous prête la store. normalement, Donc, nous prête on la l'aura. store, donc elle sera... Ah Eh bien, on ira avec grand plaisir faire nos meilleurs donuts au milieu du Voilà. Bien sûr. Et ça Bien nous sûr. fait grand plaisir. Et tu Bien pourras sûr. rencontrer toute l'équipe aussi. Donc on va faire un joli stand là-bas, il y aura presque toute la gamme Brixton disponible, et puis il y aura aussi la présentation de tout ce qu'on fait à l'atelier, quoi. Super. Ben, Voilà. je pense qu'on sera au rendez-vous, Ludo. Au contraire, je pense qu'on sera au rendez-vous. Sinon, tu garderas la mascotte. La Redo. mascotte là, Redo. Grave, franchement. On a dû évacuer le chien là, qui ronflait en début d'épisode. Il ronflait trop fort, Oh, désolé. il est- Ouais, les podcasts, c'est chiant. Et encore, C'est il ça. a pas Mais tu pété. le hein. fais pas bien, il a le cheveu sur la langue. normalement. Tiens, une dernière question pour conclure. Tu as parlé d'un motoclub. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? C'est quoi? C'est quelque chose qui est lié à Jetbike? Alors oui, c'est lié parce que c'est le même nom, c'est le même logo, tout est pareil Il n'y a que ça d'ailleurs, il y a que ça parce qu'après c'est vraiment une association qui est à part, qui est qui est géré gérée à part, par ouais. Marc et Ludo, Marc qui est le président et Ludo qui est le vice-président. Et qu'on Et- salue au passage aussi d'ailleurs. Toi tu veux saluer tout le monde. Mais oui, je salue tout le monde, moi je suis poli, attends. Donc on les salue effectivement. Mais non, en fait l'idée m'était venue à l'époque où on n'était pas encore à Colomiers en disant bah, pourquoi on ne crée pas un motoclub aussi pour faire des sorties. Mais plus j'avais de boulot et plus je dis non, je veux bien le faire mais je peux pas m'en sortir. Donc Ouais. si quelqu'un veut le faire à ma place, je donne l'idée, je donne le nom, je crée l'asso si vous voulez. Mais moi je peux pas tout gérer quoi. Et c'est Marc du coup qui a pris les rênes de ça et qui les a pris magnifiquement parce que le motoclub marche bien. Il y a un peu plus d'une trentaine je crois d'adhérents aujourd'hui. Femmes et hommes, toutes Femmes et cylindrées hommes, confondues Toutes aussi. cylindrées, toutes marques. Ça, On c'est a de vrai, la toutes Harley, marques. de la Triumph, C'est de vrai. la BMW, il y a vraiment de tout quoi. C'est vrai. Et il y a un petit groupe Facebook qui existe qui s'appelle Jetbike Moto Club où bah, il y a souvent soit le président, soit le vice-président qui organise le petit road trip en disant voilà, tel jour je prévois de faire ça et ça et ça. Qui veut venir? Et là, ça s'inscrit qui veut quoi. Ça Et peut être par des fois contre, sur à chaque plusieurs fois, c'est toujours préparé aux petits oignons avec l'étape pour la bouffe et tout. Enfin, c'est... Non, ils font ça C'est bien, nickel. franchement. Et Sans souvent, passion. les départs se font ici, les réunions se font ici, les apéros se font ici aussi, parce que c'est très important, hein, les apéros. Oui. Voilà. Mais pas que. Mais pas que. Ouais, donc ça gravite autour finalement de l'atelier et c'est un peu le côté Ça reste convivial. familial, voilà. ouais. Et pourtant, il y a plein de membres du motoclub qui sont même pas clients ici en plus, hein, mais Ouais. c'est pas grave, on les accueille quand même. Bon, bah super. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Jetbike? Du coup, vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine? Partout. Partout. Ouais. C'est vrai. Partout, tout le temps. Instagram, Facebook, TikTok. Alors, Et- TikTok, je gère Et pas. pas Snapchat, c'est le seul. Et puis une chaîne YouTube aussi. Et on a une chaîne Vidéo YouTube qui qui arrive. s'appelle Jetbike TV, où, alors c'est plus qu'une vidéo, c'est même un gros projet qu'on a avec notre vidéaste Jérôme, qu'on salue aussi au Qu'on passage encore. Au générique, il va y avoir la liste des... C'est ça. Mais je sais qu'il va nous regarder. En fait, on regardait toutes les. Bah, moi, je suis fan aussi hein, de toutes les émissions de télé qui parlent de la mécanique, de voitures, de motos. Qu'on ne citera pas. Voilà, il y en a un qu'on connaît Oh, très des problèmes. bien. Ouais. Il y en a un qu'on connaît très bien. Je salue Bader d'ailleurs. Arrête de saluer tout le monde, ça va être Non, mais trop je l'aime bien, drôle. Bader. On a déjà discuté ensemble et sort des sujets qu'on aime bien. Donc voilà, il est cool comme mec. Et voilà, en fait, on avait beau regarder toutes ces émissions et je me disais, putain, il manque un truc. Enfin, il y a un truc que je voudrais voir, quoi, et que je vois pas, et c'est dommage, quoi. Donc on est parti dans l'idée de faire une émission pilote. Sur justement ce qu'on aimerait voir nous à la télé et là ça va être diffusé bientôt sur les réseaux et après on verra. et on est en contact avec des chaînes de télé peut-être pour voir la suite. Ok, donc affaire à suivre. Affaire On à verra. suivre, mais d'ici quelques jours voilà, il y aura Ouais. en tout cas la vidéo en ligne quand même Mm. sur Super. notre chaîne YouTube qui s'appelle Jetbike TV. Très bien. Et bien merci. Merci à vous, Avec plaisir. Et à très merci bientôt. d'être venus. Ah oui, à très bientôt pour Ouais, l'essai. ouais. Et ouais, Ouais, ok. bon, Ça, ouais, déjà. le concours du banc d'essai, on va se revoir souvent, je crois. hein. Il va y avoir- Les donuts au mythe. Les deux- Ah non, donuts alors au non, mythe. non. Il y a la tradition de l'apéro du vendredi soir, il faudra que vous veniez quand même. Parce que, Pour les apéros en général, faut C'est pas ça, nous le dire deux Toujours fois. présent. voilà. Salut YouTube.
Voilà. Donc du coup on rappelle à nos spectateurs, auditeurs que pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous nous retrouvez aussi sur les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la totale. Ceux qui nous écoutent en version audio, vous nous retrouvez sur YouTube si vous voulez voir nos têtes, les têtes de David et Amandine. Nous on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, avec un nouveau sujet encore passionnant. Et puis d'ici là on vous souhaite bonne route. À bientôt. Ciao. Au revoir. Bon, bonjour. Ouais, c'est vrai, j'ai la dalle.